savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Eh bien, tout indique que la recommandation unanime de ce comité de l'Assemblée nationale de députés de tous les partis pour interdire le cellulaire, Bernard Drinville va la suivre. Oui, 13h30 cet après-midi, annonce prévue du ministre de l'Éducation Bernard Drinville, et on a certains détails déjà ce matin via Véronique Prince de Radio-Canada. Donc, le cellulaire serait interdit à l'école, non pas juste dans les classes comme c'est déjà le cas, mais aussi là sur tout le terrain de l'école. Tout le terrain, à l'intérieur des murs, à l'extérieur. Vraiment, là, on ratisse très, très large. Maintenant, le cellulaire serait interdit à compter de la rentrée. Donc, en septembre prochain, ce serait une mesure appliquée tant au public qu'au privé, tant au primaire et au secondaire également. Maintenant, pour ce qui est de la plage horaire, ce serait pendant toute la journée, là, du début à la fin de la journée scolaire. Et tu faisais référence à cette commission, le transpartisane, qui voulait mesurer l'impact des écrans chez les jeunes. Eh bien, c'était la recommandation numéro 1 de cette commission-là qui doit remettre un rapport un peu plus tard en mai. Mais si je dois rejoindre mon enfant pour un rendez-vous, mais si jamais... mais si... Sa chaise, son bidet. Sa chaise, son bidet, ça tue. Toutes les raisons sont bonnes de l'appeler. Non, mais pour vrai, c'était comme quasiment une évidence, c'est-à-dire... Ça aurait pris un gros argumentaire à Bernard Drinville une fois que les députés des 4 partis à l'Assemblée nationale travaillent, consultent, concluent ça. C'est pour dire je le fais pas. Puis quand je dis les 4 partis, ça inclut son propre parti, la CAQ, évidemment, qui est majoritaire à l'Assemblée nationale, donc qui était majoritaire sur ce comité de députés. Puis les 3 autres partis sont d'accord. Tout le monde, tu dis... Est-ce qu'il aurait pu dire j'aurais besoin d'un... À mon avis, le plus loin qu'il aurait pu aller, c'est de dire dans l'implantation, j'aurais besoin d'un an de plus, puis de le reporter à l'autre mois de septembre. Mais quand le rapport des députés est sorti, pour moi, c'était comme une espèce d'entonnoir. Tu te dis, ça peut juste aller, la suite peut juste aller vers ça. Colère hier à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. En fait, c'est les conséquences des orages de la veille là, qui ont continué d'avoir des conséquences. Orages qui ont entraîné, panne de courant. On n'était pas capable de faire fonctionner les génératrices en raison d'un problème au niveau du panneau. Il y a des vitres qui ont été fracassées. Ça a blessé du personnel. Il y a eu infiltration d'eau. Alors... Les conséquences en ont irrité plusieurs qui commencent à dire c'était peut-être la goutte qui a fait déborder le vase. D'ailleurs, Geneviève Biron, celle qui est à la tête de Santé Québec, s'est rendue sur place hier soir pour rencontrer des membres du personnel de l'établissement, voulait constater les dégâts, l'ampleur des problèmes aussi. Et un peu plus tôt dans la journée, on a appris aussi qu'une trentaine de chirurgies avaient dû être annulées pendant quelques heures à Maisonneuve-Rosemont. Et il y a eu une manifestation spontanée des employés qui sont sortis à l'extérieur pour exprimer leur mécontentement, et notre collègue Yves Poirier est allé à leur rencontre. Qu'est-ce que vous attendez, M. Legault, qu'il y a un mort, que ça s'effondre ici pour bouger? Qu'est-ce qu'on attend de plus que tous ces signaux d'alarme qu'on a envoyés depuis des années? Quand je dis vous, c'est le personnel. C'est certain. Et on a encore sauvé une vie in extremis en le transférant à Santa Cabrini à la dernière minute pour pouvoir avoir des soins de qualité. Soudainement, les lumières s'éteignent. Et là, comment vous réagissez? C'est comme la panique totale. C'était comme un cauchemar. Il y avait une patiente dans la salle en train de se faire endormir pour une chirurgie. On a réussi à temps. Moi, j'avais 8 patientes en travail à la salle d'accouchement. Pas de césarienne, pas de possible. Donc, on a dû transférer notre patiente à qui on devait faire une césarienne au CHUM. Ouais. Et sur la question des transferts, il y a le docteur François Marquis m'expliquait que il y avait une méga opération de transfert de soins intensifs, de tout ce qui était aigu, qui était en planification. Les ambulances avaient été réservées parce que c'est ça le protocole. Là. Si on arrivait au point de dire OK, on n'aura pas d'électricité, je savais pas ça. À peu près tous les appareils de moniteurs, de tout ce qui pourrait sauver une vie ou qui est vital, ils ont toute une batterie pour 1 heure. L'appareil contient une batterie qui te donne 1 heure. Puis après 1 heure. Ben là, après 1 heure, c'est-à-dire que c'est vraiment soit qu'il y a une génératrice. Faut que tu bouges vite. Soit qu'il y a une génératrice qui embarque, soit que tu trouves un plan B. On me dit qu'on a l'extrait du docteur Marquis. C'est pas que les génératrices n'ont pas fonctionné, c'est un panneau de distribution qui a sauté. C'est que c'était vraiment les laboratoires de la radiologie, les salles d'opération puis les soins intensifs. Des petites places qui servaient à rien dans un hôpital. C'est eux autres qui avaient non seulement pas d'électricité, mais nos prises d'urgence, nos prises rouges ne fonctionnaient pas.
Notre équipement, c'est pas qu'il est pas entretenu, c'est pas qu'il est pas inspecté, c'est qu'il date d'une autre époque, puis il n'a pas été capable de remplir ses fonctions. Présentement, les électriciens sont en train d'essayer de trouver des pièces de remplacement, mais il va probablement qui appelle le musée d'Hydro-Québec. C'est pas des pièces faciles à remplacer. Et là, présentement, même le bloc fonctionne juste avec une salle d'urgence parce que nos chirurgiens veulent pas commencer des cas, sachant pas si le système électrique est stable. C'est qu'on a juste une salle. Évidemment, Alexandre, c'est revenu comme débat, comme discussion à l'Assemblée nationale. Oui, une période de questions assez houleuse. Je vous fais entendre les commentaires d'André Fortin du Parti libéral, de Vincent Marissal de Québec solidaire, suivi de la réponse du premier ministre François Legault. Est-ce que vous attendez que quelqu'un meure? Est-ce qu'ils attendent que le toit s'effondre à Maisonneuve-Rosemont? La Chamère, c'est le Titanic de la CAQ. Est-ce que le gouvernement peut agir avant de nous entraîner dans son naufrage? Où doit-on couper? Quel projet doit-on couper? Ouais, toute cette logique-là, que je comprends qu'il y a 38 gros projets de rénovation, construction d'hôpitaux en cours. Mais cette espèce de cul-de-sac où le gouvernement nous amène en disant, ben là, il faudra en couper un autre pour faire Maisonneuve-Rosemont, c'est parce que Maisonneuve-Rosemont avait été annoncé cette année. Là. Les travaux, les premiers... En fait, la phase 1, c'était pas énorme, la phase 1. Là, c'était de refaire le stationnement parce que l'hôpital va être reconstruit sur le stationnement actuel. Et si on parle de tout ça, c'est parce que la phase 1 a été annulée. Pas parce qu'on pensait que l'hôpital au complet allait être rénové au mois de septembre là, de cette année, mais la phase 1 était annulée. C'est comme si, OK... La phase 1, c'était la petite phase, la première, mais qui enclenchait l'ensemble du projet. Si t'annules la phase 1, il arrive quoi avec l'ensemble du projet? C'est ça qui a fait paniquer la communauté de l'hôpital. 1er mai, c'est devenu la tradition. C'est la date à laquelle on ajuste le salaire minimum. Ouais, les employés au salaire minimum seront désormais payés 16 et 10. C'est une augmentation de 35 cents de l'heure. Et au Québec, les travailleurs devraient recevoir donc jusqu'à 484 $ de plus par année. Maintenant, pour ce qui est des salariés à pourboire, eux aussi vont voir leur salaire augmenter, vont recevoir 30 sous de l'heure de plus pour un taux horaire de 12,90. Pour ce qui est des cueilleurs de framboises, de petits fruits, là, de fraises, aussi sont touchés par cette hausse là, du salaire minimum. En fait, au total, là, c'est 217 400 salariés. Et quand on recule un peu en arrière, si on remonte jusqu'à 2019, le salaire minimum est passé de 12 $ de l'heure, donc à 16,10 $. C'est une hausse de 4,10 $. Et durant cette période-là, il y avait l'étude de la chaire de Luc Godbout, de la chaire de fiscalité de l'Université de Sherbrooke, qui disait que c'est comme... On n'essaiera pas de faire croire aux gens que tu es riche au salaire minimum. Mais sur la période que tu as dit, là, du 12 $ de l'heure au 16 et 10, il y a quand même eu un rattrapage important par rapport à l'inflation. Pour quelqu'un qui est au salaire minimum, en termes de... Même si le coût de la vie a augmenté, mais le salaire minimum a augmenté plus vite que le coût de la vie. C'est fini de mettre de l'argent public dans Lyon électrique, ce beau rêve des autobus électriques et des camions électriques fabriqués au Québec. Oui, c'est terminé. On ne va pas tenter de sauver le fabricant de véhicules électriques Lyon. C'est ce qu'a confirmé Christine Fréchette en soirée, la ministre de l'Économie. En fait, Lyon essayait d'obtenir 24 millions de plus de la part du gouvernement du Québec parce que là, il y avait 3 acheteurs qui voulaient investir la même somme à peu près là, pour tenter de relancer Lyon. Mais une des conditions, c'était que Québec remette de l'argent dans le projet, mais Québec finalement débranche Lyon. En fait, depuis 2020, c'est pas comme si on n'avait pas mis beaucoup d'argent là-dedans. Là. Le gouvernement Legault a investi 180 millions dans Lyon, qui fabrique notamment là, des autobus scolaires électriques à Saint-Jérôme. Je me suis quand même demandé, est-ce que le gouvernement a vraiment accepté de laisser mourir Lyon, ou est-ce qu'ils ont la confiance que les investisseurs privés vont mettre l'argent ou vont trouver un autre partenaire, là, comme le Fonds de solidarité, dans l'hypothèse que le gouvernement en met plus. Ça étant dit, le caucus de la CAQ, les députés n'en peuvent plus là, de se faire dire dans leur comté qu'on investit dans des affaires qui fonctionnent plus ou qui fonctionnent à moitié. Évidemment, il y a le traumatisme de Nordvolt là, qui entre en ligne de compte. Mais c'est confirmé, Mark Carney, c'est à très court terme qu'il va se retrouver à la Maison-Blanche. Aïe, aïe, aïe. Je t'ai cité d'ailleurs hier oui, à la télé, sur la création d'un verbe se faire Zelensky à la Maison-Blanche. C'est
gentil. Je t'ai manqué parce que j'avais toujours pas d'électricité hier. C'est revenu finalement en fin de journée, mais je l'apprécie. Ben oui. Est-ce que Mark Carney va se faire Zelensky? On se souviendra de la catastrophe dans le bureau ovale. Ça s'était très, très mal passé entre le président Trump, Volodymyr Zelensky et J.D. Vance. Et tu peux rien faire, hein? Si t'es dans cette position-là, stoïque, là, t'es chez lui, t'es à la Maison-Blanche. Mettons le cas, là, Carney, là. Mettons que Trump, devant les médias, se met à dire 51e État, puis le Canada, puis est-ce que tu te pognes avec? Est-ce que tu le reprends sur chaque point qui est faux? T'es en territoire hostile. C'est dans territoire hostile. Totalement. Toi, tu veux négocier. Au vu et au sud de la planète entière, qu'est-ce que tu fais dans un scénario chaotique, public, devant caméra? Diplomatiquement, c'est très délicat. C'est vraiment très, très, très délicat. J'ai l'impression qu'il y a bien des gens dans l'entourage de Mark Carney qui vont être nerveux, qui vont peut-être appréhender cette rencontre-là parce qu'on sait pas trop de quel bord ça va aller. Puis je pense que t'as beau... parce que d'habitude, tu prépares ces rencontres-là avec le staff, avec les employés de Trump, puis tu dis, regarde, on va se discipliner, on s'en tient, tel mot, telle phrase. Mais discipliner le Donald? Ben c'est ça, à mon avis, lui, il dit tout ce qui passe par la tête. Avec peu importe ce que ses employés ou son staff auraient promis, ça vaut zéro. Là, si lui décide de se laisser aller ou de jaser ou de faire un show, ça sort de sa tête. Là. On sait que les deux s'étaient parlé depuis l'élection de Mark Carney, mais là, hier, Donald Trump nous a donné davantage de détails, a dit que Mark Carney ira à la Maison-Blanche d'ici la prochaine semaine. Alors, on attend d'avoir une date un peu plus précise. Je vous fais entendre les commentaires du président américain. No, I spoke to him yesterday. Couldn't have been nicer. And I congratulated him. You know, it was a very mixed signal because it's almost even, which makes it very complicated for the country. It's a pretty tight race. But he's a very nice gentleman, and he's going to come to the White House very shortly, within the next week or less. Alors, c'est un gentleman, un chic type, M. Carney. L'élection était très serrée au Canada. Il plante tout le monde, mais lui... Ça a l'air bien aller, mais ce qui est... c'est juste avant ou juste après, il s'est mis à comparer de Poilievre ou de Carney qui l'aimait le plus, lui. Il dit, lui, il a pas l'air à m'aimer. Non, mais lui, il a pas l'air à m'aimer. Lui, il a l'air à m'aimer plus. Lui, je sais pas pourquoi il m'aime pas. Comme si Poilievre, je sais pas pourquoi il m'aime pas, mais... tu dis, OK, on est en diplomatie internationale, puis la grosse mesure, c'est, ouais, lui, il a pas l'air à m'aimer, mais lui, il m'aime plus. Ça, comme les enfants. Comme les enfants, c'est parce que quand tu te fais accuser de narcissisme, OK, c'est pas tellement les intérêts du pays ou la capacité à long terme de faire des ententes favorables pour l'humanité. Non, c'est... Qui aime plus le Donald. En tout cas, c'est des critères. On a les critères qu'on... Comment t'as fait ça, qu'on a. S'il m'aime pas, c'est un pas bon. Exactement. C'est une situation claire. Bon, il y a notre magicien Alain Choquette qui s'est fait voler. Oui, il s'est fait voler un numéro de magie, mais c'est pas la première fois. Faut dire que dans les magiciens les plus populaires, il y a David Copperfield, Chris Angel et David Blaine. Et lui, à un moment donné, il y a quelques mois sur les réseaux sociaux, il s'est rendu compte que l'un des tours de magie de David Blaine, c'était le sien qu'il a fait il y a une trentaine d'années à peu près. Donc, c'est un tour de magie où il distribue un jeu de cartes, puis tout le monde brasse les cartes, puis quand les gens tournent leurs cartes, c'est la même carte pour tout le monde dans la salle. Ça, c'est un tour qu'il a fait il y a une trentaine d'années. Quand tu veux essayer de faire valoir tes droits avec des artistes comme ça internationaux, t'as peu de chances de te faire entendre. T'sais, comment tu peux le prouver? L'affaire avec Alain Choquette, c'est qu'il a écrit un livre et dans le livre, il y a le numéro d'inscrit. Donc, il a contacté l'équipe de David Blaine et puis ce qu'il pense qui est arrivé dans ce plagiat-là, c'est qu'il y a une dizaine d'années à peu près, Alain Choquette a souvent fait des conventums, a souvent fait des formations, puis il y a une dizaine d'années, il a rencontré quelqu'un qui opère dans l'entourage de David Blaine. Fait qu'il dit, ça se peut que ça a cogité dans son esprit, puis qu'à un moment donné, il a refait le tour sans que ce soit sciemment du plagiat. Peut-être que ça a été aussi... Lui, c'est ce qu'il dit, mais ça se peut que effectivement... Quand tu refais le même, exactement. Exactement le même, la même affaire. Il dit l'affaire en magie, c'est qu'il n'y a pas rien qui te punit. Il n'y a pas l'espèce de conséquences intellectuelles. La même affaire dans n'importe quoi dans le milieu artistique, le vol d'idées, t'es pas protégé pour ça. Donc, ce qu'il a fait, plutôt que de porter plainte, plutôt que faire des mises en demeure et tout ça... Il est allé truquer le jeu de cartes
carte du gars pour que ça marche pas. Que le tour marche pas. C'est drôle, ça. Fait que quand tu tournes, c'est les deux de pique que tu tournes. C'est ça. Mais non, ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé une vidéo à David Blaine, une genre de vidéo qu'il va pouvoir présenter à Turin cet été parce qu'il va faire un championnat de magie. Là, ça fait souvent ça, Alain Choquette. Donc, il l'a accepté. Donc, plutôt que d'y aller avec de l'argent et tout ça, il a plutôt demandé, hey, fais-moi un témoignage de mon numéro en question, ce qu'il a accepté de faire. Parce que Alain Choquette lui-même a déjà été mis en demeure. Il raconte d'ailleurs dans le Journal de Montréal là, ce matin. Il dit, moi, ça m'est déjà arrivé. C'est un gars d'American Idol qui disait que je l'ai copié, tu sais. Puis j'ai une mise en demeure, puis il y a eu des avocats pour finalement se rendre compte. Il dit, j'ai retrouvé les vieux VHS, là, juste pour lui montrer qu'en 92, c'est moi qui ai créé ce tour-là. Fait que le tour qui m'accuse d'avoir copié, c'est lui qui me copie plusieurs années plus tard sans le savoir. C'est fou, ça, quand même. Mais je comprends que le domaine du copyright en magie doit pas être simple quand même. Puis en plus, des fois, tu peux faire un tour juste un peu semblable, un petit peu différent, mais avec les mêmes bases. C'est comme ça même pour les scénarios, pour les tu sais, si tu voles une idée de livre, là, comment tu veux avoir un recours après, tu sais, c'est très dur. Puis souvent, il y a des coûts tellement forts associés que tu abandonnes. Mais imagine, tu sais, tu fais un tour de magie, puis finalement, tu tombes dessus sur Internet. Je trouve qu'il a bien réagi quand même, Alain Choquette. Il dit, c'est pas rare que je me suis fait voler des numéros. Comme quoi, c'est la référence, puis c'est un gars très nous. Bon. 4-1, Canadien, donc, qui perd ce 5e match et se retrouve éliminé. Ouais, après vraiment une poussée en série que bien peu d'experts avaient prédit en début de saison, là, quand même. Bon, ça s'est joué effectivement très rapidement hier. D'abord en première période, Ovechkin qui marque en avantage numérique après une pénalité à Slavkovski pour coup de bâton, fait 1-0. En fait, c'est un but très rapide après que les Capitals aient remporté la mise au jeu. Ovechkin a décoché un tir puissant. Maintenant, les mauvaises habitudes du Canadien sont revenus hanter l'équipe avec 2 buts rapides. En fait, 2 minutes plus tard, Chychrun qui fait 2-0 en complétant une superbe passe de Pierre-Luc Dubois. Le Canadien ne tire plus au filet par la suite là, que 6 fois en deuxième période. D'ailleurs, en deuxième période, qui d'autre que Tom Wilson qui marque en avantage numérique et fait 3-0 après que Jake Evans a été chassé pour avoir retenu Mangiapane. On s'en va en troisième. Petit regain de vie de la part du Canadien quand Emil Heinemann fait 3-1 lorsqu'il redirige la passe de Yoel Armia en début de période. Et là, le Canadien se réveille un peu, lance 14 fois sur Logan Thompson, qui est très solide quand même en troisième. Fin de période, Saint-Louis retire son gardien et c'est Brandon Duhem qui marque le filet désert pour faire 4-1. Maintenant, c'était le dernier match de David Savard en carrière dans la Ligue nationale de hockey. Très ému sur la glace. Ses coéquipiers aussi qui sont venus lui faire une accolade. Plusieurs joueurs des Caps aussi, dont Alexander Ovechkin, qui a eu de très bons mots pour lui. C'est quand même toute une carrière, là. 932 matchs en carrière, incluant 62 matchs en série, une Coupe Stanley. Et d'ailleurs, Martin Saint-Louis, qui a eu de très bons mots dans sa conférence de presse d'après-match sur la progression des jeunes, était très fier de son groupe, mais a louangé David Savard, qu'il était vraiment très fier d'entraîner. Et ce sera suivi des commentaires d'Alexandre Carrier, qui a été un des guerriers de cette série-là aussi, qui avait été amoché par 2 mises en échec percutantes d'Ovechkin et de Wilson lors du dernier match à Montréal. Il tenait à être en uniforme hier soir à Washington. Voici les commentaires des deux hommes. Je sais que tu parles de sa vie, je vais revenir là-dessus. Puis d'être à côté d'eux autres, les voir grandir. C'est une job que je prends au sérieux, mais c'est un maudit bon groupe. Puis notre jeunesse, ça serait jamais où ce qu'elle est présentement sans un David Savard. Ça a été un honneur pour moi de coacher cet homme-là. Un professionnel qui montre l'exemple. À tous les jeunes qui grandissent dans notre culture. Non, je voulais aider l'équipe au maximum. Comme j'ai dit, je pense qu'il y a personne dans cette chambre-là qui est à 100%. Fait. C'est ça, c'est la douleur, c'est temporaire, mais je voulais aider l'équipe à gagner. C'est un vrai, ça. C'est un vrai. Alors voilà, on remet ça à l'an prochain. Débat, opinion et analyse. Cube,